Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Les Grands Destins. Vous le savez, cette émission qui s'arrête sur ceux qui ont fait l'histoire. Aujourd'hui, avec Marc Menant, nous allons nous arrêter sur le grand destin d'Armand Jean Duplessis de Richelieu. Oui, le cardinal de Richelieu, l'homme qui aimait le faste, l'homme qui aimait la puissance, l'homme qui aimait l'éclat, l'homme qui aimait la grandeur, l'homme qui enracine le pouvoir royal. On va voir le grand destin de celui qui œuvrait à la splendeur de la France. C'est parti. Bonjour, mon cher Marc. Pourquoi avoir choisi Richelieu? Alors, je pourrais reprendre tous les superlatifs que vous venez de décliner. J'en ai d'autres encore. Mais moi, j'ai une voix, je dirais, une voix de dissidence, une voix buissonnière. Ah oui, ce sont les mots, l'éloquence. Cet homme-là incarne la culture. Et il va marquer à tout jamais, au-delà des pages de l'histoire, il va marquer ce que nous sommes aujourd'hui, puisqu'il est le créateur de l'Académie française. Si notre langue que nous saccageons ignoblement aujourd'hui existe, si elle a toutes ses subtilités, c'est parce qu'il a convoqué les académiciens. Il aimait rimer, il adorait le théâtre. C'est lui qui protège, entre autres, Corneille. Corneille, avec le Cid qui est attaqué, eh bien, lui fait en sorte qu'il ne puisse échapper à tous les pamphlétaires. Voilà ce personnage qui fait de la France l'éclat du rayonnement de l'esprit. Dans toute cette émission, je veux tout savoir. Sa corpulence, son étoffe, sa façon de penser, ses liens avec le roi Louis XIII. On va parler de tout, mais on commence toujours par une anecdote. C'est parti pour l'anecdote. La faiblesse de l'homme de fer, une façon de planter le décor pour bien le comprendre, bien le cerner. Alors, il y a une faiblesse originelle. Vous savez, j'aime les mots qui tombent en désuétude. Il y en a un qui est valétudinaire. Enchanté. Ça veut dire que vous êtes constamment malade. Et ça, dès sa naissance. Tout chétif, les parents inquiets. Il souffrira de tous les maux, en particulier les migraines. Mais il n'y a pas que ça. Les abcès, les fièvres. Et cela entraîne des moments de dépression. Plus tard, quand il aura beaucoup chevauché, il y aura les hémorroïdes, les abcès. Et cet homme-là, qui est aussi sous la menace de quoi? De tentatives d'assassinat. Que d'ennemis face à cet homme qui rayonne, qui est, on le sait, celui qui, derrière Louis XIII, prend toutes les grandes décisions. Alors, pour se délasser, pour essayer d'oublier ses angoisses, dont celle, un jour, d'être répudié par le roi, il a les chats. Oh, il les a découverts tout à fait par hasard. La grande bibliothèque, elle est parfois menacée par les rats. Il faut donc trouver ceux qui éviteront les chasseurs de rats. Ça aurait pu être des furets. Non, ce sont des chats. Alors on dit qu'il avait 14 chats. 14 chats, que des chats angora turcs. Alors, je vais vous donner les noms, je les ai notés. Il y a Gazette, c'est sous lui, sous Richelieu, qu'apparaît la Gazette de Renaudot, le premier journal. Il a beaucoup d'humour. Alors, il y a aussi Raton, on chasse les chats. Il y a Lucifer, c'est un chat noir. Pour un cardinal. Oui, pour un cardinal. C'est un peu diabolique. Il y a Perruque. Oui. Eh bien, Perruque, c'est tout simplement parce qu'un de ces académiciens, qui s'appelle de Racan, la perruque ressemble à son chat. Et puis, il y a Soumise. Ah, Soumise. Elle accepte toutes les sollicitations de notre cardinal. Quand il est en train de recevoir des espions, des ambassadeurs de l'étranger, on voit les petites bêtes qui se précipitent et le doigt habile qui essaie d'oublier ses tracas de l'âme. De temps en temps, quelques-uns viennent sur les épaules et ils disposent d'une grande chambre de laquelle le médecin, le matin, qui leur rend visite, et on les nourrit uniquement de blanc de poulet. Ne pas toucher à ces chats, ils seront sur son héritage. Et puis, un jour, comme souvent, il doit prendre des décisions. Il y a un jeune chevalier, le chevalier de Méricourt. Oh, quel imbécile! Il a osé le duel alors qu'il a condamné les duels. Plus question de défourailler et d'embrocher son voisin, pas spécialement ennemi. Au nom de l'honneur, on est capable de se provoquer. Et ce chevalier de Méricourt
se retrouve arrêté et il faut signer l'exécution, oui. Même si c'est la veille des noces du pauvre bougre de 20 ans, il hésite et pour autant, le voilà qui rédige l'acte. Et les chats interviennent dans l'histoire, car deux soudains se faufilent, renversent la bouteille d'encre, tout est maculé, et il estime que c'est là, eh bien, la grâce divine. Il a toujours l'impression que le Seigneur veille sur lui, et c'est son obsession d'être digne du Tout-Puissant. Et pourquoi vous avez voulu, pardonnez-moi, appeler cette petite partie la faiblesse de l'homme de fer? La faiblesse, vous voyez, cet homme que l'on craint et qui est conduit à prendre des décisions les plus folles, les plus terribles, comme l'exécution d'un homme. Si on touche à ces Eh bien, voilà, et c'est grâce à ces chats qu'il se restaure l'âme et l'esprit. On va tout savoir du cardinal de Richelieu. On commence par sa jeunesse. Apparemment, on nous présente toujours, Marc Menant, Richelieu comme étant un enfant, non pas dans la misère, mais sans le sou, et qui, petit à petit, a été stratège. De petite noblesse. De toute petite noblesse, voilà, sans le sou. Son père est l'un des proches d'Henri III. Il est prévôt, préfet, il prend des décisions. Il est l'ombre, pratiquement, du roi Henri III. Il deviendra ensuite le protégé d'Henri IV. Donc c'est un homme tout-puissant. En revanche, il a tendance à se laisser aller à quelques dépenses, et c'est sans doute lorsqu'il aura une mort prématurée, ce qui conduira la famille à connaître quelques difficultés. Quand il naît, il est tout chétif, je vous l'ai dit, c'est le portrait dressé il y a quelques instants. Le 9 septembre 1585 à Paris. On craint tellement que le baptême n'intervient que quelques temps plus tard. Mais quel baptême! Et là encore, ça voit, on a l'hôtel particulier avec de grandes tentures qui sont faites pour l'occasion. On passe sous les fenêtres de la reine Catherine de Médicis, ensuite sous les fenêtres du roi Henri III. Et que fait-il Henri III? Il alloue une dot, un don, de 100 000 écus. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la pauvreté, on est dans une grande dignité. Cela dit, on est loin de ce qui va arriver après. Oui, bien sûr. Alors, reste que ce monde est très agité et que la maman prend son petit rejeton, c'est le troisième. Il y en a un qui l'a précédé, Henri. Ensuite, Alphonse, le premier, sera consacré à l'armée, aux armes. Le deuxième, aux ordres, c'est logique. Lui, ça sera plutôt les armes. Et on vit dans cette province, loin de tout, veillée par cette maman qui est toujours dans l'angoisse de voir son enfant disparaître parce qu'il a les fièvres qui le rongent, et la grand-mère. Alors, sort là, cet excès, je dirais, d'attention, ça donne un enfant hypersensible. Il a des colères inouïes s'il a la moindre contrariété, et puis après, les instants d'affaiblissement. Et le dynamisme, quelque chose qui le pousse, qui le distingue lorsque la santé resplendit. À 9 ans, le voilà monté à la capitale, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'il faut suivre des études. Ça sera le collège de Navarre. Son frère est là, il y a un oncle aussi, bref, il est bien entouré. Dans ce collège de Navarre, il vient avec, là encore, vous imaginez, il a 2 laquais et un médecin qui l'accompagne. C'est donc quelqu'un qui bénéficie d'un entourage, alors forcément il y en a qui en ont plus, mais néanmoins qui le situe dans le haut de la hiérarchie sociale. On étudie le latin, les mathématiques, taciturne forcément, néanmoins très facétieux. Très rapidement, on voit cette éloquence. Quand il se dresse et qu'il s'adresse au maître, tout le monde est fasciné, il est digne d'Aristote. Et lorsque le garçon se retrouve à la Sorbonne, de nouveau, c'est l'admiration des uns et des autres. Reste que soudain, il y a la formation des armes. Elle se fait avec Pluvinel. Pluvinel, c'est l'homme qui a marqué l'histoire de l'équitation. Grâce à lui, on monte avec maestria. Et pour pouvoir être dans ce sens de l'équilibre, il y a la danse, la distinction, l'escrime. Ce qui fait que, par cette éducation,
cette dernière touche, je dirais, il atteint une majesté qui était déjà naturelle chez lui, mais il se distingue alors que c'est un gringalet. Physique, verbal et intellectuel. Voilà. Mais physiquement, en fait, voilà, il n'est pas très grand. Alors, on lit chez certains historiens qu'il avait une envergure sortant de l'ordinaire. Non, il a une majesté grâce à cette éducation. Et puis soudain, eh bien, son frère Alphonse, qui était destiné à l'évêché de Luçon, dont on hérite grâce à un oncle qui en était le titulaire, celui-ci, il est un peu bizarre, son frère. De temps en temps, il se prend pour Dieu. Il a décidé de devenir capucin et il se soustrait à la tâche, à savoir hériter de ce qui est une nécessité pour cette mère qui maintenant est seule, car le père est parti lorsque le gamin avait 5 ans. Eh bien, il refuse de devenir évêque. Il refuse de devenir évêque et c'est lui qui accepte d'endosser la situation. Et là, c'est la formation à la théologie. Rapidement, toujours grâce à cette force dans le verbe, le roi Henri IV, il y a eu l'assassinat d'Henri III, Henri IV maintenant est celui qui est au pouvoir, et Henri IV remarque ses sermons. Et il finit par le décréter évêque. C'est quand même extraordinaire. Évêque de Luçon. Évêque de Luçon. Mais alors, c'est bien que le roi ait ce type de décision. Reste qu'il faut maintenant l'adoubement du pape. Ah bah c'est pas grave, d'autant qu'il n'a pas l'âge. Hein. Il n'a que 21 ans, théoriquement c'est à 25 ans. Alors, on va voir comment ça se passe, parce que finalement, vous êtes en train de m'expliquer que même si c'était quelqu'un d'aisé, petit à petit, il a su saisir les opportunités pour vite grimper. On va voir justement cette partie où il devient évêque. Vous étiez en train de nous expliquer qu'Henri IV le nomme évêque, mais il faut l'accord du pape. Bah oui. Et qu'il est jeune. Il n'a pas l'âge en plus. C'est ça. Alors, il y a 20 jours de trajet pour aller à Rome, c'est presque une aventure. Mais malgré sa santé chancelante, le parcours se déroule bien. Il y a aussi des brigands sur les routes, mais c'est pas grave. Toujours est-il que le voilà devant le pape. Le pape lui dit « Mais vous avez l'âge, vous avez toutes les conditions requises pour que je vous consacre ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Et quand le pape apprend qu'en réalité, il a rusé... 21 ans au lieu de 25. Le pape... Ça commence bien quand même à l'époque. Oui. Sur un mensonge. Sur un mensonge. Et ça amuse le pape. Il dit « Ce garçon-là sera un grand fourbe. » Alors, il ne sera pas fourbe, mais c'est un rusé, oui. Son intelligence lui permettra d'éviter tous les pièges. Quand il revient à Paris, le roi Henri IV l'appelle maintenant « mon évêque ». Mais il faut gagner Luçon. Ah bah là, c'est une petite bourgade toute boueuse. Les rues, il n'y a pas de pavés, il n'y a rien du tout. Les marais qui débordent, on est dans la boue. Il dira « c'est mon évêché crotté ». Il n'a même pas une maison digne de ce nom. Et pour autant, il faut bien s'imposer. Et c'est toujours grâce à son verbe, ses sermons, qu'il se fait remarquer. Et on a un homme qui est un ancien noble, qui maintenant se fait appeler Joseph. C'est un moine, le père Joseph, qui entend parler de lui. Il a besoin d'une toute-puissance pour le seconder dans sa création d'un monastère. Et l'ayant vu prêcher, il sait que cet homme-là a une splendeur. C'est lui qu'il faut. Et c'est lui qu'il faut. Et c'est là une amitié qui va se lier, une fidélité. Il sera l'éminence grise de Richelieu. Et maintenant, il faut aussi rencontrer la reine Marie de Médicis. Henri IV a été assassiné. Le voilà qui monte à Paris. Alors la reine Marie de Médicis, c'est pas elle qui gouverne. Le petit Louis XIII n'est pas en âge de prendre le trône, donc elle a la régence, mais elle a un couple. Celle qui a été la fille de sa nourrice, elle est entichée d'elle, elle la manipule, elle s'appelle Léonora Galigaï. Elle a convolé avec un gaillard aventurier qui est d'une intelligence supérieure, qui s'appelle Concini. Concini, elle en a même fait un maréchal alors qu'il n'a jamais porté le moindre uniforme. Et c'est lui qui prend les décisions. Richelieu comprend rapidement qu'il faut faire allégeance à cet homme-là, il le fera. Mais il y a surtout aussi les États généraux, car les nobles s'agitent.
et ils obtiennent la réunion des États généraux pour que leur sort s'améliore. Et on concède cette grande organisation, il sera celui qui représentera le clergé du Poitou. Personne ne fait attention à lui. Reste qu'on lui a confié le discours de clôture. C'est un tintamarre pas possible. Il faut imaginer, il y a les 3 ordres qui sont là, ce sont des centaines de personnes. Le public, ça hurle de partout. Sa voix, même si elle est dans une sorte de force, malgré cette santé toujours menacée, il n'en reste pas moins qu'on l'entend mal. Mais quand on voit le texte, on comprend qu'il est d'une intelligence supérieure. Et Concini... Et qu'il est le prince de l'éloquence. Voilà. Et Concini, donc, le prendra comme étant l'homme de confiance. Il est un des proches maintenant de Marie de Médicis. Mais cette toute-puissance de Concini finit par agacer Louis XIII, qui a maintenant 16 ans, et son conseiller, qui est un jeune de Luynes, qui lui dit « on ne peut pas le laisser comme ça, et s'il arrivait quelque chose à Concini, vous diriez quelque chose, Majesté ?» Et on comprend qu'il accepterait l'élimination de Concini. Et sur le Pont-Neuf, voilà le pauvre homme qui est pris par une escouade, il est transpercé. Et là, il apprend la nouvelle alors qu'il se tient à la Sorbonne. Il accourt au Louvre, où le roi est sur un billard, et quand il l'aperçoit, il lui dit « Luçon, Luçon, je suis débarrassé de votre tyrannie, hors de moi !» C'est l'exil, comme sera l'exil également de Marie de Médicis, qui se retrouvera à Blois. Il est l'homme de confiance de Marie de Médicis. Maintenant, elle n'a plus Concini. Et pour autant, il est obligé de fuir. Il est à Avignon, tout en étant le conseil de Marie de Médicis. Il finira par être invité à être le réparateur de la déchirure de cœur entre le roi et la reine. Grâce à lui, on se retrouve. Et là, eh bien, il est l'homme de confiance qui est derrière le roi au conseil. Il a accès au conseil et en tant qu'évêque, la prééminence sur les autres. Après le roi, c'est lui qui entre au conseil. Vous voyez comment cet homme sait s'imposer. Il a tout pour s'imposer et pour aller encore plus loin. Parce qu'il devient cardinal en 1622. Comment devient-il cardinal? Marie de Médicis. Cet homme-là, elle a une confiance totale et elle sait le remercier de lui avoir permis la réhabilitation dans le cœur de son enfant qu'elle n'a jamais su aimer. Elle ne pense qu'à Gaston, celui qui est le puits-né du roi. Reste que maintenant, il faut que l'évêque ait la récompense cardinale. Et le voilà qui est nommé cardinal. Et une grande réception est organisée à Lyon, à l'église de l'évêché. Toute la cour est là. Il a 37 ans. 37 ans. Imaginez cet homme, l'ambition, ce goût du faste qui a toujours été le sien, vous l'avez mis en lumière dès l'ouverture de l'émission. Et c'est un instant de conquête inouïe, cardinal. Il est là dans la majesté de son allure. Le stratège et l'ambitieux qui arrive à ses fins. Et quand la messe se termine, il a la mitre sur la tête, il l'enlève, fait quelques pas vers la reine et il dépose cette mitre à ses pieds et il dit « Je vous remercie, madame, je vous la dois ». Le sens de la reconnaissance, et pour autant un jour, elle estimera que c'est un traître. Dans la deuxième partie de cette émission, on va voir un peu le « Je t'aime moi non plus » avec le roi Louis XIII. On va voir aussi la journée de dupes, c'est important. On verra aussi comment s'éteint le cardinal Richelieu. Alors bien sûr, on ne pourra pas parler de tout. Non, hélas. Il y a tellement de chapitres. En tout cas, on vous fera aimer ce cardinal qui aimait le faste, le luxe, la stratégie. Et les mots et le théâtre. Le mot, le théâtre. Fabuleux collectionneur d'œuvres d'art. Dans la deuxième partie, à tout de suite, le grand destin du cardinal Richelieu.
Savoir dissimuler et le savoir des rois. Voilà une des phrases du cardinal Richelieu dont on dresse le portrait, le grand destin aujourd'hui avec Marc Menon. On a vu toute la première partie, ses forces et ses faiblesses au côté stratège, l'homme qui aime la stratégie, le pouvoir. Et on va voir dans cette deuxième partie le siège de La Rochelle, la journée de dupes, mais aussi comment il s'éteint. D'abord, le siège de La Rochelle qui est important dans sa vie. Période qui définit Richelieu, La Rochelle, ville qu'il connaît bien puisque son évêché se situe à 45 km de là. La Rochelle est un obstacle pour la royauté, Louis XIII, à ce moment-là, où les protestants règnent avec l'appui des Anglais. Il faut faire donc tomber la ville et c'est là qu'il joue un rôle capital. C'est un État dans l'État. Le lieu de refuge des protestants. N'oublions pas qu'une grande partie des nobles ont choisi le parti de la Réforme. Et ces nobles sont des agités. Ils ne cessent d'imaginer comment faire tomber et le roi et le cardinal. Le roi qui n'a pas d'héritier. Et cette place forte où les Anglais viennent apporter le réconfort et les éléments indispensables à la vie des citoyens, eh bien, il faut la faire tomber. Alors, on part avec une énorme armée. Passons sur les détails des escarmouches qui se font du côté de l'île de Ré. Le roi et Richelieu sont là, 20 000 hommes, et ils décident, Richelieu estime qu'il faut une grande ceinture, que l'on ne puisse pas, par terre, avoir des renforts qui viendraient soutenir les Rochelais enfermés. Alors on dresse. Il y a 4 000 ouvriers qui vont participer à ces travaux, et ensuite, comment fermer l'anse qui permet d'entrer dans La Rochelle. Et c'est là qu'on imagine cette idée d'une énorme digue. On fait venir un architecte qui s'appelle Clément Mezzo et qui dit voilà, on va couler des navires, ça nous servira de base pour la digue, on va monter après des croisillons de bois, que tout ça soit solide. Reste que quand on commence les travaux, l'un des premiers à s'agiter, c'est Louis XIII. C'est extraordinaire de le voir, il devient pratiquement maçon. Le cardinal, lui, c'est l'homme de l'organisation. Comment tenir ces 20 000 hommes en attendant d'être capable de passer à l'attaque si les Anglais se manifestent? Eh bien, que fait-il? De temps en temps, des revues de troupes. Ah oui, comme ça, pendant qu'ils sont en train de travailler leur discipline, ils ne se laissent pas aller à ce qui est la faiblesse de tout homme, c'est-à-dire le jeu, ou éventuellement quelques gourgandines traînées qui seraient là, réussi à pénétrer dans l'enceinte, et ce seraient les canailleries qui l'emporteraient. Et puis il y a les messes, il y a les prières, et il fait en sorte aussi qu'il y ait le ravitaillement, des quintaux de bœuf salé. Et oui, il faut tenir la farine aussi pour le pain. Mais en revanche, à l'intérieur, à La Rochelle, les pauvres, ils n'ont rien. Il y a une première attaque qui a eu lieu, qui a été menée, plus de 150 navires, une armada incroyable, par Buckingham. Buckingham, c'est l'homme qui était tombé amoureux de la reine. Il a même la jeune Anne d'Autriche, celle qui a convolé avec Louis XIII. Il a même un portrait dans sa cabine. Il est refoulé par Toiras. Et il y aura une deuxième attaque à l'intérieur de la ville. On est de plus en plus dans une situation de détresse, affamé. Le roi, lui, connaît quelques fièvres. C'est Richelieu qui veille sur lui. Puis il se lasse. Il dit « attendons que la situation évolue ». Et de temps en temps, il regarde comment cette digue est en train de s'ériger. Et les tempêtes qui parfois font basculer ce qui a été dressé dans la journée. Et le cardinal qui maintient ses hommes. Le roi finit par quitter la place. Il revient là pour montrer qu'il est dans sa toute-puissance, fait venir des alentours ceux qui souffrent des écrouelles. Vous savez, c'est la capacité, le don de Dieu pour les rois de France, afin qu'ils soient guéris de ces abcès qui rongent les pauvres individus. Voilà. Le cardinal qui doit répondre, là encore, à une nouvelle attaque des Anglais qui est refoulée, et l'intérieur de la ville, le désespoir s'installe. Il y a un nouvel élu qui s'appelle Jean Guiton. Il accepte de prendre le contrôle de la cité, mais à une condition, qu'on accepte sa férule, qu'il n'y en ait pas
un seul qui soit défaillant, un seul qui ose la moindre traîtrise, il prend un poignard, il le plante sur le bureau et il dit « je le transpercerai de cette façon ». Le traître. Et ces hommes essaient de tenir. On est épuisé jusqu'au dernier rat. Maintenant, on fait bouillir le cuir afin de trouver les petits éléments de force. Et les gens tombent les uns derrière les autres. On veut évacuer les plus faibles, les vieillards, les femmes, les enfants. Mais les armées royales repoussent l'inflexibilité du cardinal, l'homme en rouge. Il est là de temps en temps sur la digue dans toute sa splendeur. Les Anglais reviennent à l'attaque, un beau matin, et on entend les premiers tirs. Alors on sonne les cloches, et voilà toute l'armée royale qui est mobilisée, et on entonne les boulets dans les gueules des canons. Le roi y participe de temps en temps. Plus de 5000 boulets vont jaillir de part et d'autre, et les Anglais sont refoulés. Au sein de la ville, on est épuisé. On comprend qu'il faut se rendre. C'est la reddition. Le premier à se rendre sur place, c'est le cardinal qui voit tous les cadavres desséchés. Il n'y a même pas d'odeur de putréfaction tellement ils étaient faméliques. On remet les clés de la ville à Louis XIII. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques jours plus tard, une tempête qui a une force d'ouragan emporte la fameuse digue qui avait été dressée sous les ordres du cardinal. Et c'est bien la preuve que Dieu avait décidé qu'il fallait protéger le roi et le cardinal de Richelieu. Belle réussite de la stratégie du cardinal de Richelieu. On va voir une autre période très importante dans sa vie. Oui, la journée des dupes, puisque la période est agitée à ce moment-là. Comme vous dites à ce moment-là, c'est un euphémisme. Parce que n'oubliez pas, on lutte contre les protestants, oui, mais il y a également la guerre contre les Espagnols, contre l'Empire germanique, etc., et contre les troupes du pape. Et malgré une santé extrêmement précaire, comme vous l'avez dit depuis le début, Richelieu est à la tête de ses troupes, comme en 1639 à Rivoli. Voilà, alors... Je vous ai dit, le pape, qui n'était pas toujours il oscille, etc. Et on est là-bas, en Italie, à Rivoli. Alors, il arrive dans son carrosse. Les troupes, il faut de temps en temps leur montrer que l'on est dans la vigueur. Et cet homme, laminé par les fièvres, néanmoins, quand il a la bonne énergie, il se place sur son fier alezan. Et là... on le voit en voltige, faire de véritables pirouettes. N'oubliez pas l'éducation de Juvenal. Mais soudain, paf, un énorme orage, il se carapate, se réfugie dans son carrosse alors que les soldats prennent l'ondée. Et quand il voit que cet homme a presque une lâcheté, il grogne, ils hurlent pour certains, ils osent l'outrage. Là, il leur donne le silence. Et quand le soleil revient, eh bien, il ressort et il fait comme si rien ne s'était passé. On va remporter la victoire. On va obtenir une négociation. Je n'ai pas de temps de tout raconter, mais à Lyon arrive un personnage étonnant, délégué émissaire du pape. Il s'appelle Mazarin. Ah, quelle intelligence! Ce garçon parti de rien, eh bien, tout de suite, il comprend qu'il en a besoin et qu'il lui faudra compter sur son intelligence. Il fera tout pour le détacher du pape et le mettre à son service. Il y parviendra. Ensuite, on continue à lutter aussi contre les Savoyards et on se retrouve à un moment avec le roi à Lyon. Et le roi est pris par les fièvres. C'est terrible parce que là, la santé décline de façon si dramatique qu'on a l'impression qu'il va passer à trépas. La reine Marie de Médicis, la reine-mère, est là. Pour une fois, on a l'impression qu'elle l'a aimé comme jamais. Il y a aussi Anne d'Autriche. Et toutes les deux veillent sur celui qui devient le moribond. Déjà, ceux qui sont dans l'intrigue voient tomber Richelieu, d'autant que la reine-mère profite de cette attention qu'elle porte à son fils pour lui dire « il faut se débarrasser de cet homme-là, il faut se débarrasser de cet homme-là ». C'est elle qui l'a fait, mais maintenant, elle estime qu'il a trop de puissance.
Et dans un râle, Louis XIII admet de se débarrasser de Richelieu si le Seigneur lui donne l'existence. Alors qu'il reçoit les sacrements, quelques heures plus tard, mais il se ragaillardit et il échappe à ce triste sort. Il peut de nouveau gouverner. On regagne Paris. À Paris... Comme un miracle. Comme un miracle, un véritable miracle. Vous voyez, et Richelieu, on ne peut pas dire que ce soit un dévot. On ne peut pas dire que ce soit l'homme de la foi intransigeante. Et pour autant, il y a quelque chose qui le gouverne et qui le rattache à cette transcendance au ciel dans sa toute-puissance. Et à Paris, il y a une scène qui se passe, c'est que la reine de Médicis, qui a fait ériger le palais du Luxembourg et le palais du Petit Luxembourg, qu'elle a offert à celui qui était son protégé, qui était dans toute sa splendeur. Et n'oubliez pas que au Luxembourg, il y a toute une galerie qui a été réalisée par Rubens. Rubens est venu là, au Luxembourg. Il n'aimait pas trop Richelieu parce que lui, il était du côté des protestants, Rubens. Bref, toujours est-il que la reine s'enferme avec son fils et lui dit « Vous m'avez fait une promesse. Il faut vous débarrasser de l'éminence. Je ne veux plus le voir. » Du Petit Luxembourg, il a forcément des informateurs qui le tiennent au courant de ce qui se passe. Et là, il essaie d'entrer dans la pièce et il s'aperçoit que tout est fermé. Et puis en plus, les laquais barrent le chemin avec beaucoup de révérence. Le cardinal, il passe par un petit détour et là, il y a une porte qu'il se fait ouvrir par une servante s'immisce dans ce bureau où la reine est en pleine invective. Vous savez, elle a de temps en temps un ton comme ça de furie. Elle lui dit au roi, vous allez la prendre cette décision, je ne veux plus le voir. Et soudain, elle aperçoit le cardinal. Et là, elle verbe. Alors là, c'est le verbe poissonnier. Elle hurle, vacherie, moins que rien, traîneur de chien. Elle l'humilie comme il n'est pas permis. Et le cardinal se blanchit, est submergé par les pleurs. On le voit qui tombe aux pieds de la reine, se lamentant, elle le méprise, et elle continue, traite, moins que rien. Et elle s'en va, pensant avoir obtenu, la destitution de Richelieu. Le roi n'a rien dit. Il quitte la pièce. Richelieu envisage de fuir. Il faut regagner ses terres avant d'être arrêté. Et puis, en pleine nuit, soudain, un militaire vient le prévenir que le roi le convoque à Versailles, où il a son petit relais de chasse. On est loin du château de Versailles. C'est le petit relais de chasse du roi Louis XIII, là où il aime prendre des instants de réconfort loin de toutes les responsabilités. Et il prend carrosse, se retrouve devant le roi, tout en blanc, ayant peur. Cette angoisse qui le ronge depuis si longtemps, qu'un jour, le roi ne veuille plus de lui. Il va sans doute lui asséner la sentence, ce moment fatal. Eh bien non, le roi lui dit « Je vous conserve toute ma confiance, à tout jamais, nous serons ensemble. » Et oui, c'est une sorte... Vous avez utilisé tout à l'heure le mot « haine d'amour ». Ils ont des oscillations, mais ces deux-là sont indispensables l'un à l'autre. Mais je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous avez raconté. Vous avez fait vivre effectivement quelques sentiments aussi chez le cardinal Richelieu, parce qu'on a parfois l'impression qu'il n'éprouve pas de sentiments, et de la souffrance, de l'intérêt aussi avec le roi Louis XIII. On va voir ce mariage, cette haine d'amour, ce « je t'aime moi non plus » entre tous les deux. C'est important de s'arrêter dessus. Si Richelieu est indispensable au roi et qu'il a l'intelligence de toujours se montrer dans la soumission, il ne reste pas moins que sous la pression, le roi aussi, parfois, entre justement son adoubement et aussi son départ. Et ça fait souffrir le cardinal Richelieu. Oui, parce que forcément, cet homme a généré des haines invraisemblables. Constamment, il y a des tentatives d'assassinat qui sont fomentées contre lui. D'ailleurs, que fait le roi Louis XIII ? Il lui dit,
En 1634, il lui dit « Maintenant, il faut que vous soyez comme moi. Il faut qu'il y ait toute une troupe qui vous défende. Et c'est pour ça que l'on crée une compagnie de mousquetaires. Le roi a ses propres mousquetaires et lui, il aura les siens. Plus de 100 hommes, plus un bataillon, 100 également en effectif. C'est-à-dire que c'est une véritable armée qui, au quotidien, veille sur Richelieu. Alors, vous l'avez souligné, le faste, il est toujours dans des grandes envolées, mais néanmoins, il faut avoir une défense, car à chaque instant, il risque l'attentat. Il y aura d'ailleurs un jeune personnage, il l'aime beaucoup parce qu'il a une prestance inouïe. Un garçon qu'il place dans l'entourage de Louis XIII. Louis XIII aime les garçons qui ont de l'aisance, qui ont de l'imagination, qui ont une pétillance, et il s'appelle Cinq-Mars. Et ce garçon se retrouve à côté du roi. Et pour autant, alors qu'il doit tout à Richelieu, il se laisse embobiner par ces nobles qui veulent faire tomber le cardinal, et il accepte de participer à une tentative d'assassinat qui est, heureusement pour le cardinal, elle est déjouée, et on arrête Cinq-Mars. Et le cardinal se trouve à ce moment-là à Tarascon. Et le roi, sa position n'est pas très claire dans ce moment-là. Est-ce qu'il a laissé se faire un peu les choses? Toujours est-il que tous les deux sont des hommes usés par tout ce qu'ils ont vécu depuis des années. Et c'est en litière. Vous avez deux personnages qui marquent l'histoire de France et qui sont comme des loqueteux moribonds. Ils ne parlent plus qu'ils susurrent dans un souffle et ils échangent, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur le sort de ce Cinq-Mars et son complice de tout. Et il faut les exécuter. Oui, il faut les exécuter. Comme ils ne sont pas véritablement transportables, il y a toutes ces armées autour d'eux, je reste dans cette idée de protection qui les accompagne, et on les porte dans des litières. Aussitôt qu'il est possible, c'est le coche d'eau qui permet d'atténuer, vous voyez, les vibrations. Et à Lyon, on fait dresser l'échafaud. Jusqu'à la dernière seconde, on espère que le cardinal graciera ce jeune garçon qu'il a mis en place. Mais il lui faut être inflexible. Ce qui compte, c'est l'État, la force de l'État. Et Saint-Mars, avec le tout, monte sur l'échafaud. Il est d'une fierté incroyable, refuse le bandeau. Il perd la tête ainsi que son complice. Le cardinal remonte à Paris, mais les forces commencent à lui manquer énormément. Les forces commencent à lui manquer et on va voir cette partie que vous avez envie de nous conter ces derniers instants. La mort du cardinal Richelieu. La mort n'a qu'un instant et la vie en a 1000. Une des phrases du cardinal de Richelieu qui va s'éteindre le 4 décembre 1642 à l'âge de 57 ans. Cet homme a eu une vie maladive, on l'a déjà évoqué. Tous les matins, le médecin le visite. Très souvent, il doit subir une saignée, il doit subir différents éléments de charcutage parce qu'il a un abcès qui l'emporte, il a des hémorroïdes. Mais ce dont il souffre le plus, c'est du rejet qu'il sent qui habite l'ensemble de la population. Il a eu affaire à différentes révoltes des paysans comme les nu-pieds. Ces gens-là criaient quoi? Ils criaient famine parce qu'il y avait trop de taxes. Pourquoi des taxes? Déjà parce qu'il y a la vie de luxe du cardinal, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes ces guerres et ça coûte extrêmement cher. Dans les scènes qu'il nous faut noter, 1636, c'est une année particulièrement terrible pour lui. Il y a ces agitations, des croquants, et un jour, il est là, dans son palais, à côté du père Joseph. Il entend la foule qui hurle, on hurle à mort, c'est-à-dire que devant la toute-puissance, on ose se dresser vociférant, ça montre qu'on est presque au-delà de la révolte. Et là, cet homme inflexible, cet homme
qui de temps en temps est capable de toutes les outrances pour se faire justice, eh bien il tombe dans l'abattement le plus total. Il pense même presque se suicider. Il se dit, il me faut mourir. Et il pleure comme un gamin. Il est vrai que Marie de Médicis ne cessait de répéter, cet homme-là, il pleure quand il en a envie. Toujours est-il qu'il est lamentable devant le père Joseph, qui soudain lui dit, mais enfin, votre éminence, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Ces gueux, vous n'allez pas les laisser hurler, allez, dressez-vous, osez les affronter. Vous n'êtes qu'une poule mouillée, vous n'êtes qu'une poule mouillée. Voilà ce qu'ose le père Joseph. Mais c'est le père Joseph. C'est quand même l'homme qui lui susurre à l'oreille depuis tant d'années. Ouais. Et le plus incroyable, c'est que l'on voit Richelieu, soudain, tout penaud, qui se relève. Mais il est vraiment dans ces jeux, ces changements d'humeur. Il passe de l'abattement le plus total, vous savez, les lunatiques, et hop, à l'exubérance. Et hop, il ose sortir en compagnie d'un des anciens complices d'Henri IV, l'amiral de la force, et il affronte la foule, ceux qui étaient en train de le menacer de mort. Et soudain, devant cet homme dans sa majesté, c'est le calme et les uns et les autres qui baissent la tête. Vous voyez la toute-puissance. Alors c'est sans doute à ces scènes-là qu'il y a de temps en temps dans les vapeurs de fièvre qu'ils l'ont pris lorsque nous sommes à Paris, tel qu'on a placé la situation tout à l'heure. Sans doute d'autres moments de son existence, mais il se sent de plus en plus là. Il fait appeler Chicot, qui est le médecin du roi. Les autres essaient à chaque seconde de lui dire « Mais tout va bien, votre éminence, tout va bien !» Et là, il dit non. « Dites-moi la vérité, Chicot, dites-moi la vérité. » Le médecin le regarde et lui dit « Votre éminence, dans quelques jours, ou vous serez mort, ou vous serez guéri. » Ah, j'aime cette franchise, j'ai compris. Et là, il fait venir le curé de Saint-Eustache. Il demande à ce qu'on lui remette un crucifix. Il demande aussi à ce que sa nièce, pour laquelle il a un amour extrêmement prononcé, tellement prononcé que les murmures courent. Il en a fait la duchesse d'Aiguillon. Elle est à côté de lui maintenant. Mais il faut mourir dans la dignité. Partez, madame. Vous êtes celle que j'ai le plus aimée. La personne humaine qui m'était la plus chère. Elle s'en va en pleurs. Il reste entre les prières, le médecin qui veille à ce que les souffrances ne lui soient pas intolérables. Il y a les abcès qui suintent. Il embrasse le crucifix et le curé qui lui dit « Pardonnez-vous à vos ennemis ». Il dit « Mais je n'ai eu d'ennemis que ceux qui étaient les ennemis de l'État ». C'est son dernier souffle. Les grands embrasements naissent de petites étincelles. On retiendra aussi cette phrase du cardinal Richelieu. Ce qu'il faut retenir, fils de grande noblesse destiné aux armes, passe la soutane par intérêt familial. Cardinal à 37 ans par la volonté de Marie de Médicis, d'abord banni par Louis XIII, il devient son indispensable Premier ministre. Homme d'église, il s'avère stratège militaire comme lors du siège de La Rochelle, on l'a vu. Et puis alors que Marie de Médicis le bannit, Louis XIII l'assure de sa fidélité. Puis d'une santé extrêmement précaire, il meurt pieusement à 57 ans, rongé par les maladies. 2 livres. Richelieu vu par ses contemporains, de l'historienne Marie-Pierre Thérien aux éditions Pays. Et qui nous a offert en plus quelques illustrations, on la remercie. Et le cardinal de Richelieu, un prophète de l'unité, de René Cassin aux éditions Réciac. Merci. Marc Menand, ainsi va le grand destin du cardinal Richelieu.